Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir. Je suis Stéphane Réchol, le directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées immigrantes. Désolé, je ne peux pas être présent, là, j'avais des contraintes familiales. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers membres et collègues venus assister à la représentation aussi, bienvenue. Alors, merci à la Commission pour cette invitation. On est des habitués. Rappelons que la TCRI a participé, je pense sans exception, à toutes les consultations sur les niveaux d'immigration depuis 1992. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais si cela a eu ou si ça a eu de l'effet. Alors, je suis accompagné par trois collègues, Natacha Battisti, au conseil d'administration de la TCRI et directrice générale du Centre multiethnique de Québec, Harold Babon du conseil d'administration aussi et de la clinique Justice Migrante, et Émilie Bouchard, responsable du volet emploi à la TCRI. Alors, la TCRI a été créée en 1979 lors de l'arrivée des Boat People, représente le réseau des organismes communautaires en immigration, pour ainsi dire la colonne vertébrale de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec, et ce depuis 45 ans. Il s'agit de 157 organismes dans toutes les régions du Québec qui œuvrent quotidiennement auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. Pour les services financés dans le cadre du PACI par le MIFI, selon les données du ministère, cela représente pour l'année 2024-2025, ça correspond à 111 478 personnes qui ont bénéficié d'un ou de plusieurs services par les organismes. À ça se rajoutent les 20 à 30 000 personnes non admissibles au PACI, par exemple les demandeurs d'asile ou les personnes sans statut qui fréquentent aussi les organismes. On observe une augmentation de 10 à 20% par année du taux de fréquentation des organismes. Malheureusement, les budgets ne suivent pas. Cette année encore, les budgets pour l'intégration des nouveaux arrivants ont été gelés. Soulignons quand même que le Québec, selon les comptes publics de 2024-2025, a encaissé un transfert récurrent de 1,550 milliard du fédéral en guise de compensation pour financer les services d'accueil, d'intégration et de francisation pour les nouveaux arrivants, ainsi que les dépenses pour les demandeurs d'asile. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Face aux orientations gouvernementales et à l'absence de consensus sur les seuils, la TCRI propose une perspective différente, fondée sur l'expérience terrain et le respect des droits. Notre approche privilégie la concertation, l'inclusion et la reconnaissance de la diversité des parcours et des besoins des personnes réfugiées et immigrantes. Notre mémoire se veut refléter cette réalité, exposant les défis auxquels font face les personnes n'ayant pas un plein accès aux services gouvernementaux. De plus, notre mémoire documente la réalité terrain vécue quotidiennement par les organismes membres de notre réseau, que nous avons d'ailleurs consulté pour ce présent exercice. Or, dans le cahier de consultation, la mention du rôle et de l'apport des organismes communautaires est quasiment inexistante. Et nous déplorons particulièrement que leur contribution, bien qu'essentielle, ne soit pas reconnue à sa juste valeur. Mes collègues et moi souhaitons attirer votre attention sur plusieurs éléments, dont l'importance de l'immigration humanitaire, un pan de l'immigration qui a été durement touché ces derniers mois par différentes mesures gouvernementales. Avant de passer la parole à mes collègues, je tiens à souligner qu'une de nos recommandations centrales serait de permettre au fédéral d'octroyer la résidence permanente à l'arriéré de 150 000 personnes
en attente à Ottawa, déjà sélectionnés par le Québec. D'ailleurs, ça réduirait d'un seul coup 30% du nombre de résidents temporaires au Québec. Il nous semble, Monsieur le ministre, que c'est dans vos objectifs prioritaires de baisser drastiquement le nombre de résidents temporaires au Québec. Alors, merci, et je passe donc la parole à ma collègue Émilie. Et bonjour à tous et toutes. Donc, d'abord, la TTRI tient à faire remarquer que le cahier de consultation omet entièrement l'approche intersectionnelle puis aussi l'analyse différenciée selon les sexes plus, que je vais appeler l'ADS plus pour l'avenir. On trouve ça particulièrement préoccupant. L'absence de ces cadres, ça rend invisible les discriminations croisées vécues par les personnes immigrantes, notamment en lien avec le genre, la race, la classe sociale, le statut migratoire, l'orientation sexuelle, religieuse ou encore le handicap. On sait que le gouvernement s'est engagé en matière d'égalité, de diversité et de lutte contre les discriminations. Donc, on considère qu'il devrait être cohérent avec ses engagements. L'intégration de l'approche intersectionnelle puis de l'ADS+, ça ne constitue pas un ajout accessoire, mais vraiment une condition essentielle pour bâtir une politique migratoire juste, cohérente et respectueuse des droits fondamentaux. Il faut aussi tenir compte de la diversité des parcours des personnes immigrantes, de leurs besoins et des obstacles systémiques auxquels elles font face. Aussi, dans le cahier de consultation, on a remarqué que le ministère n'a pas formulé d'orientation spécifique quant à la régionalisation de l'immigration ou aux défis de l'immigration en région. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes dans les régions. On trouve que c'est un recul par rapport à la précédente planification qui identifiait clairement la régionalisation comme une priorité dans la planification de l'immigration au Québec. À travers les organismes membres de la TCRI, il y a un réseau en régionalisation qui est impliqué depuis des décennies dans la régionalisation de l'immigration. Puis on constate que la vitalité des régions, ça dépend vraiment de cet apport en régionalisation. Et les organismes travaillent à son succès tous les jours. Puis aussi, dans un autre ordre d'idée, la TCRI ne peut pas passer sous silence les récentes mesures mises en place pour limiter l'immigration temporaire. Donc, on considère qu'il devrait y avoir des mesures transitoires pour les personnes travailleuses déjà sur place. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais céder la parole à ma collègue Natacha. Bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir ce soir. Le Québec a une longue tradition d'accueil de réfugiés, ce qui a permis aux organismes mandatés par les gouvernements de se mobiliser et d'avoir une expertise. Justement, la mobilisation des acteurs autour des défis d'accompagnement à l'intégration des réfugiés a permis de mettre en œuvre des initiatives et de développer des pratiques innovantes pour servir et se servir de modèles de soutien à l'intégration pour l'ensemble de la population immigrante sur le territoire du Québec. Par exemple, l'ajout d'intervenants en soutien à la protection de la jeunesse contribue à améliorer les compétences parentales et fournir un soutien intensif à la famille lors de situations complexes. De telles nouvelles pratiques collectives en appui à l'accueil requièrent un esprit d'équipe entre les services. Nous constatons la mise en valeur des champs d'expertise de l'ensemble des partenaires appelés à contribuer aux opérations. Ainsi, tous les partenaires enrichissent leur expertise car la co-intervention assure un transfert de compétences entre les personnes immigrantes et les intervenants accompagnateurs. Cette action concertée et les intervenants concertés ont permis au continuum de services et a contribué à favoriser la transversalité. À ce jour, l'élaboration des plans d'action issus de nos organisations amène une coopération et une collaboration future. Nous demandons à poursuivre l'engagement humanitaire au Québec. Il est nécessaire de maintenir une masse critique pour les RCPE et aussi pour les demandeurs d'asile pour que ce soit proportionnel aux régions dans leur capacité d'accueil. Donc, c'est la demande qu'on fait, entre autres, et je passe la parole à Harold. Merci. Bien le bonsoir à tout le monde. Je vais aborder un segment qui a été discuté déjà tout à l'heure par le ministre et les précédents intervenants. Il s'agit des personnes en demande d'asile. Le cahier de consultation propose de réduire de moitié le nombre de résidents non permanents en y incluant les personnes en demande d'asile. Or, cette assimilation est une erreur de perspective. Les demandeurs d'asile ne viennent pas temporairement. Ils viennent chercher protection et dans près de 80% des cas, ils l'obtiennent. Ces personnes s'enracinent, travaillent
élèvent leurs enfants ici, elles deviennent très concrètement des Québécoises et des Québécois d'avenir. Réduire leur nombre ou restreindre les voies d'accès reviendrait à tourner le dos à notre propre humanité. Nous savons tous que derrière chaque dossier, il y a une histoire, une fuite, une peur ou une espérance. Oui, il faut réduire les délais d'examen des demandes, mais sans sacrifier l'équité des procédures. La rapidité ne doit jamais remplacer la justice. Et oui, il faut répartir les responsabilités entre les provinces, mais jamais en déplaçant de force des personnes qui ont commencé à se construire ici. On ne répare pas une blessure par un nouveau déracinement. Enfin, nous appelons le gouvernement à la cohérence. On ne peut pas, d'un côté, recevoir des compensations fédérales pour l'accueil des demandeurs d'asile et de l'autre, réclamer davantage de restrictions à leurs droits fondamentaux. Le Québec a toujours su conjuguer rigueur et humanité. C'est cette tradition que nous vous invitons aujourd'hui à préserver. Et permettez-moi en guise d'épilogue d'ajouter ceci. Nombre de situations de précarité humanitaire qui poussent les personnes à fuir leur pays trouvent directement ou indirectement leurs racines dans des décisions ou des inactions des gouvernements. Le Québec, par son influence et ses partenaires, pourrait jouer un rôle plus affirmé dans la prévention de ces crises, contribuer à l'endiguement des causes de déplacement forcé. C'est aussi une façon profonde de réduire en amont le besoin de se réfugier. Merci. Merci beaucoup. On va commencer la période d'échange avec les parlementaires. Monsieur le ministre a pris un peu de son temps pour vous laisser terminer. Il vous reste donc, Monsieur le ministre, 14 minutes 37 secondes. Très bien, merci. Je ne voulais surtout pas couper votre élan puis la fin de votre présentation. Après tout, lors des séances comme ça, c'est vous qu'on veut entendre. C'est pas nous-mêmes, c'est plutôt vos réponses ou vos préoccupations. Il a été question. D'abord, je salue aussi de ce côté-là M. Reichenal qui est présent de manière virtuelle. Effectivement, on est capable de faire bien des choses avec la technologie. On a mentionné à au moins 2 reprises la question de l'argent qui vient d'Ottawa pour nous aider dans nos mandats en immigration. C'est beaucoup d'argent, évidemment, mais je le précise, c'est bien insuffisant pour répondre à l'ensemble des services que l'on offre. Les montants considérables qui nous viennent d'Ottawa servent à l'intégration et l'accueil des personnes permanentes. Donc, au fil des dernières années, là, entre 45 000, 50 000, cette année, plus que 60 000, l'argent du fédéral sert à ça. Mais quand on a quelque chose comme 560 ou 600 000 personnes ayant un statut temporaire, que ce soit les demandeurs d'asile, programme le PMI du fédéral, étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires, couvert par le fédéral par les sommes qui sont transmises de manière régulière. C'est pourquoi il a fallu qu'on négocie pendant presque 2 ans pour recevoir 750 millions du milliard que ça nous avait coûté. Donc, il y a eu 250 millions qu'on a dû absorber lors de la dernière discussion avec Ottawa. Donc, clairement, on n'a pas pu être remboursé à la hauteur des dépenses, malgré l'argent qui arrive. Je ne nie pas qu'il arrive beaucoup d'argent, mais je vous montre simplement qu'il en manque beaucoup. Pour l'année 2024, juste l'année 2024, on a à peu près l'équivalent des dépenses des 3 années précédentes, en une seule année, parce qu'il y a, je vous dirais, une accumulation de personnes qui arrivent parmi les résidents temporaires, ou enfin, des gens qui sont en attente de statut régulier dans certains cas, d'autres qui souhaitent de toute façon être ici de manière temporaire. Ça pose d'importants enjeux en matière de capacité d'accueil. Puis j'ai vu dans votre mémoire que vous aviez des enjeux avec cette notion de capacité d'accueil. Mais pourtant, que ce soit en dollars, on pourrait dire, c'est des dollars, bon, on peut toujours en trouver quelque part, mais des fois, il y a la disponibilité aussi des services, ne serait-ce qu'en éducation. On peut bien avoir des dollars, on peut même emprunter, on peut faire des déficits, emprunter pour payer des salaires des enseignants, mais encore faut-il avoir les enseignants. C'est là, à un moment donné, où
faut que ça ne fonctionne plus. Même chose pour l'aide au logement. On peut bien débloquer des sommes pour donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent se loger, mais encore faut-il que le logement existe. Et c'est là où on arrive là, à étirer l'élastique jusqu'à ce qu'il éclate. Et je comprends que votre organisme, sur le terrain, voit les visages des personnes. Puis on veut toujours, en fait, c'est notre rôle, c'est le vôtre aussi, de s'arranger pour que ça fonctionne. Mais je pense qu'on arrive à un moment où la capacité est dépassée. Au moment où on planifie l'immigration, on dit très bien, il y a des gens sur le territoire en ce moment, mais pour les années à venir, comment on fait pour revenir à une situation qui est plus normale puis qui nous permet de mieux accueillir les gens pour les prochaines années? Et c'est là où je vous demande, bien, très bien, ça devrait être quoi nos cibles? Ça devrait être quoi nos cibles en termes de nombres? Je sais que derrière les nombres, il y a des personnes, évidemment, c'est sûr. Mais pour être capable de mieux faire en 2027, 28, 29, 30, pour les personnes justement qui sont là, il faut aujourd'hui regarder les choses de manière macro, de manière démographique. Et je vous dis, bien, ça serait quoi pour vous la capacité d'accueil, soit pour les travailleurs étrangers temporaires, soit pour, par exemple, les résidents permanents? Je ne sais pas qui peut prendre la question. Elle n'est pas facile, mais l'exercice auquel on se prête tous, il n'est pas facile. Ben, je peux essayer de répondre. Nous, où on est un peu, on se questionne beaucoup, c'est quand vous parlez du transfert du fédéral, on parle quand même l'année dernière de 1,550 milliard, ce qui est énorme. C'est le ministère de l'Immigration et le ministère qui génère le plus de revenus après le ministère de Revenus avec les impôts, là. Et dans la colonne des dépenses, je veux dire, on ne voit pas ces dépenses-là si on regarde les rapports financiers du gouvernement. Donc, du point de vue des organismes, du financement des organismes, non plus, on ne voit pas d'impact. Les augmentations de l'indexation de 20-30% par année du transfert ne se reflètent pas sur le terrain. C'est ça qui nous rend un peu, où on a beaucoup de questions. Au niveau de la capacité d'accueil, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interventions là durant les consultations. C'est pas un concept très scientifique, là. C'est une volonté politique et une volonté de mettre des ressources à la disposition notamment des organismes. Donc c'est ça qui pose problème actuellement. Des personnes sont ici. Je parlais tout à l'heure des 150 000 personnes qui attendent la résidence permanente dans les arriérés du fédéral, qui sont majoritairement de la catégorie familiale, réfugiés reconnus sur place, tout ça, qui sont bloqués parce que les niveaux que vous proposez ne sont pas adéquats. Donc, il faudrait, si on régularise toutes ces personnes qui sont déjà ici, qui habitent qui sont dans des logements, tout ça, je veux dire, réglerait une bonne partie du problème. Bien sûr, allez-y. Je veux répondre à votre question de capacité et où on se limite. Le centre multitechnique est là depuis plusieurs années et on a fait les Syriens en 2015-2016. On a eu des capacités d'accueil au-delà de notre possibilité. Mais les organismes, pour accueillir humainement et avec possibilité, on va faire partie d'un chaînon, d'une chaîne de travail. Quand on a fait ça en 2016 avec les Syriens, on a tous sorti de notre mandat. Mais pourquoi? Pour pouvoir accueillir humainement les personnes qui en avaient besoin. Moi, je ne veux pas qu'on limite à 25 000 ou à 45 000 ou à 60, mais ça fait plusieurs années qu'on est à 60 000.
à toutes catégories confondues, et je ne sens pas notre organisation à être limitée à vouloir chercher des solutions. Alors, au contraire, moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter à une capacité d'accueil juste financière ou juste au niveau du nombre. Il faut s'asseoir ensemble pour voir autrement le financement que vous avez entre les mains et comment nous, on peut ensemble s'asseoir. Vous avez eu Solutions Justes. Quand je peux m'appuyer avec un partenaire comme Solutions Justes, comme le CAI, comme la TCRI, tous les autres partenaires avec Harold à Montréal, c'est comme ça qu'on crée la chaîne de continuité et j'ai peut-être pas nécessairement besoin de millions dans mes poches, mais j'ai besoin d'avoir des partenaires qui me soutiennent dans cet accueil-là. Alors, ce n'est plus une capacité d'accueil par personne, c'est de dire comment je vais développer mes services pour améliorer. Les dernières années, on a eu une baisse des réfugiés, par exemple, mais j'ai développé mes services autrement, demandeurs d'asile et autres, mais j'ai cherché des hébergements, j'ai cherché des logements. Moi, je ne suis pas en situation de logement de crise à Québec, là. On est plutôt en développement au contraire, aujourd'hui, j'ai eu un appel de 24 logements. Quelqu'un m'offre 24 logements. Donc, au contraire, on est dans une possibilité. Il faut l'écouter, cette possibilité-là, qui est là dans les régions et sur le terrain actuellement. Est-ce que je pourrais aussi ajouter par rapport à la capacité d'accueil? C'est sûr qu'on parle beaucoup de poids financier des personnes immigrantes, mais on oublie de parler aussi de l'argent que ces personnes-là génèrent parce qu'elles travaillent, elles paient des impôts, la RAMQ, la RQAP, donc c'est aussi les fonds de pension pour nos citoyens québécois. Donc, il faut aussi faire attention quand on dit toujours que la capacité d'accueil est dépassée parce que ça met du poids sur les personnes immigrantes qui se sentent exclues, qui disent que je suis de trop, on me fait venir pour travailler, par exemple, pour les travailleurs temporaires. Donc, avoir ce discours-là, ça peut aussi amener des tensions sur le terrain dans les organismes, peut-être Natacha puis Harold vont pouvoir le parler, où les personnes immigrantes se sentent exclues, se sentent, c'est comme je disais, de trop. Donc, il faut faire attention avec cette capacité d'accueil-là qui n'a pas été scientifiquement reconnue. Donc, d'ailleurs, vous avez lancé un appel à projet pour une étude sur la capacité d'accueil, mais on n'a pas eu de candidature. Donc, pour le moment, on attend toujours d'avoir une étude scientifique sur la capacité d'accueil pour se prononcer sur un nombre, soit de temporaire ou de permanent. Je veux peut-être aussi terminer rapidement avec... vous avez signalé la complexité de la question à la suite de votre développement, donc quand vous avez terminé de poser la question. Peut-être aussi un autre sujet de réflexion qui serait connexe. Quand il n'y a plus de capacité d'accueil dans des écoles pour des enfants, disons à l'école primaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut empêcher aux autres enfants, au surplus, de rentrer dans les classes, ou est-ce qu'il faut trouver des solutions pérennes, durables, concertées, réfléchies pour mieux accueillir les enfants qui dépasseraient le nombre d'enfants que la classe pourrait accueillir? Donc c'est une question de réflexion comme ça qui pourrait mieux alimenter la concertation entre le secteur public et le secteur des organismes communautaires. Merci. Merci. Mais il y a beaucoup de choses qu'on discute en même temps parce que quand on parle de la capacité d'accueil, qu'on parle de l'argent qu'on investit, l'argent qui vient d'Ottawa, on touche tous les domaines. Vous avez parlé de l'éducation, etc. Je veux revenir encore sur les dollars. C'est pas juste une question de dollars, mais ça en fait partie. Puis on nous dit, bien, écoutez, c'est beaucoup d'argent là, qui nous arrive d'Ottawa. Effectivement, je répète que l'argent d'Ottawa ne va pas à 100% dans le budget du MIFI, du ministère de l'Immigration. Quand des gens, par contre, par exemple, vont à l'école, vous venez de parler de l'éducation, bien, il y a une partie de l'argent d'Ottawa qui va dans le réseau scolaire. Donc, il ne faut pas juste regarder le budget du MIFI pour dire, ah, bien, le budget du MIFI, quand je regarde ça, je ne vois pas tout l'argent destiné à l'immigration pour Ottawa. Oui, c'est très bien, mais ils se font soigner. Donc, il y a une partie de l'argent qui va en santé, il y a une partie de l'argent qui va en éducation. Et c'est là où on arrive à quelque chose. Puis, on a, en décembre 2024, 62 351 élèves qui font partie de résidents non permanents. 62 351 élèves. C'est beaucoup de monde et c'est 18 000 de plus qu'il y a 18 mois. On n'est pas capable d'accueillir 1000 élèves de plus par mois dans notre réseau scolaire quand
on n'est pas capable de construire suffisamment d'écoles, puis qu'on est obligé d'installer des classes modulaires dans les cours de récré, réduisant d'autant l'espace pour la cour de récré. Je comprends que vous nous dites, écoutez, quand il arrive des élèves, on ne les laisse pas sur le trottoir. On ne les laisse pas sur le trottoir. On ne laisse aucun enfant sur le trottoir en disant, tu ne seras pas scolarisé. Mais qu'à un moment donné, tu prends ton argent pour mettre des classes modulaires, réduire la cour d'école parce que ça arrive plus vite que tu es capable de construire, ça arrive plus vite, les gens arrivent plus rapidement que tu es capable de diplômer des enseignants. Donc, finalement, on dit on va mettre un adulte dans chaque classe, mais il ne sera pas légalement qualifié, il n'aura pas fait sa formation d'enseignant, mais bon, il va être là. À un moment donné, on peut bien dire que la capacité d'accueil n'est pas scientifiquement prouvée. Quand tu mets devant la classe des personnes qui n'ont pas la qualification au départ, parce qu'il arrive trop d'élèves pour ce que tu es capable de diplômer, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Il faut le nommer. Après ça, on peut dire, faut que le Québec fasse sa part. J'en suis. Il faut absolument faire notre part. On va continuer d'accueillir. La planification pluriannuelle, c'est pas est-ce qu'on veut accueillir des immigrants, on ne veut pas en accueillir. C'est sûr qu'on va continuer à en accueillir. On va en accueillir des travailleurs, on va accueillir des réfugiés, on va accueillir des gens qui font des demandes humanitaires, on va accueillir des étudiants étrangers, on va continuer d'accueillir des gens de partout. La question, c'est combien et comment pour avoir des histoires à succès, puis pour pas, je dirais, nourrir un sentiment en terminant qui serait négatif. Il faut que la société d'accueil dise « Wow, j'embarque, on veut encore davantage s'avancer dans cette direction. » Merci. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup. On poursuit avec le député de l'opposition officielle pour 12 minutes de 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir et bonsoir, M. Reichhold. En visio, merci pour votre mémoire. J'ai quelques questions pour vous. On en a discuté avec le groupe précédent, mais vous le mentionnez également à la page 6 de votre mémoire. Discours, entre autres, du gouvernement qui s'accompagne de mesures concrètes. Coupure de services d'aide juridique dédiés aux personnes immigrantes dans l'Est du Québec, 6 mars 2025. Suppression du programme de régionalisation des demandeurs d'asile dans la région de la capitale nationale, avril 2025. Abolition de l'aide sociale aux personnes en demande d'asile, 3 juillet 2025. La coupure du service d'aide juridique dédié aux personnes immigrantes dans l'Est du Québec. Pouvez-vous m'en parler davantage et nous expliquer sur le terrain qu'est-ce que ça a fait? Vous parlez du projet qui a été coupé de régionalisation de demandeurs d'asile. Oui, en fait, c'est ce que vous mentionnez à la page 6 de votre mémoire. Oui, c'est un projet qui a été mis en place en 2023 dans la Ville de Québec pour développer justement la régionalisation. Le but était de développer une continuité de service. Le Centre multitechnique a été un partenaire associé avec le ministère. Qu'est-ce qu'on voulait, c'est que l'équipe du ministère puisse être un peu le porteur du projet d'installation, parce que ça fait plusieurs années qu'on avait des demandeurs d'asile sur Québec, mais qu'il n'y avait pas de soutien, entre autres juridique, mais pas seulement pour les demandeurs d'asile, mais pour tout autre cas complexe que la demande humanitaire que l'équipe Solutions Justes en ont parlé auparavant, violence conjugale, lorsqu'il arrive des situations là, pour des familles. Et donc, le projet de demandeurs d'asile 2023, et on a mis en place toute une continuité de service avec le ministère. C'est ça qu'on cherche, c'est qu'on veut concerter le ministère et qu'il soit aussi l'organisateur et le porte-étendard d'une organisation sur le terrain. Ça veut dire d'avoir un soutien d'aide juridique, d'avoir un soutien d'hébergement, d'avoir un soutien d'équipe aussi avec des partenaires associés, même avec la Ville. Donc, même il y a eu aussi l'employabilité qui a été mis en place avec le gîte sur place, tout le travail qu'il y a eu aussi sur les projets de l'hôtellerie pour trouver des travailleurs qu'il y avait sur le projet et en santé aussi. Donc, il y a eu vraiment des beaux partenariats et même les équipes écoles pour faire l'inscription à l'école des enfants, entre autres. Alors, on avait vraiment un beau projet entre les mains. On a re-signé l'entente en novembre 2024 jusqu'en mars 2026, mais qui a pris fin à partir de l'annonce de février avec l'aide juridique, et les autres annonces ont été, dont la clinique santé des demandeurs d'asile aussi.
Alors, ça a eu un impact direct sur le soutien des demandeurs d'asile parce qu'on a dû transformer l'offre. Tous les partenaires associés ont gardé une alliance, je vais le dire comme ça. On voulait préserver notre alliance. Ça veut dire de garder des contacts, mais par exemple, nous, le Centre multitechnique, on ne pouvait pas servir de la même façon les demandeurs d'asile. Donc, on est revenu à notre offre initiale de 2020, qui veut dire chercher du logement et faire les séances de première démarche d'installation. Alors, quand on faisait, dans le fond, tout le soutien à l'accueil, il y avait un autobus qui arrivait sur Québec, qui arrivait de demandeurs d'asile. C'est un peu ça, tout à l'heure, que M. Roberge nommait que quand l'aide juridique a nommé qu'il y avait une baisse de 30 à l'équipe de Québec, c'est parce qu'il y a eu moins de monde qui arrivait de Montréal. Cependant, j'aurais aimé, moi, ce moment-là, que le ministre s'assoie avec nous, de dire quelle piste de solution avons-nous devant nous pour pouvoir assurer une continuité, mais peut-être pas juste sur la Ville de Québec, parce que le projet initial a voulu se faire avec Chaudière-Appalaches et Québec. Et là, on aurait peut-être pu ouvrir davantage le projet. Puis là, pour garder l'expertise sur Québec, dont l'aide juridique, la clinique santé des demandeurs et tous les autres soutiens d'employabilité. Mais là, tout est effrité parce que par la suite, Service Québec ont enlevé les services aussi de soutien. Alors, il y a eu plein de pertes sur Québec, mais l'équipe reste mobilisée, les alliances demeurent, on se parle entre nous, mais ça devient de plus en plus difficile parce que l'incertitude de planification d'immigration sur les prochaines années nous crée cette incertitude-là. Je vous remercie. Maintenant, la page 8, dans votre mémoire, vous mentionnez l'approche intersectionnelle et l'ADS+. Effectivement, c'est une méthode d'analyse qui permet de voir, tout dépendant des groupes auxquels on applique la méthode d'analyse, voir s'il y a plus de discrimination, s'ils sont plus défavorisés que d'autres. Je comprends qu'il y a une politique gouvernementale du Conseil du Trésor, la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vous le mentionnez. Quand on va voir la politique, je comprends que le MIFI est mentionné comme étant un ministère visé par la politique. Pourtant, dans le mémoire, enfin, la portion publique du mémoire qui était présentée au Conseil des ministres sur la planification, on n'en fait pas mention. Vous ne trouvez pas ça un peu incohérent? Oui, effectivement, mais c'est pour ça que d'entrée de jeu, dans mon discours, j'en ai parlé. C'est sûr que le MIFI, monsieur le ministre, en fait beaucoup parler. L'égalité homme-femme, c'est quelque chose de très important pour lui. C'est quelque chose de très important pour nous aussi. C'est pour ça qu'on l'a soulevé que les femmes immigrantes racisées n'ont pas les mêmes parcours d'immigration, n'ont pas, par exemple, les mêmes opportunités d'emploi. Il y a beaucoup de sous-emploi, par exemple, parmi les femmes immigrantes racisées. Donc, c'était sûr que nous, on allait le faire ressortir dans notre mémoire parce qu'on croit que c'est important que les politiques en immigration et les politiques publiques en général dans la province du Québec soient teintées par l'approche intersectionnelle puis l'ADS+, justement pour mieux répondre au parcours des femmes puis des femmes immigrantes racisées. Et donc, normalement, il devrait y avoir quelque part ou bien dans le cahier de consultation ou à tout le moins dans la partie publique du mémoire qui était présenté au Conseil des ministres, un paragraphe, une page qui dit qu'ils ont procédé à l'analyse et que ça donne tel ou tel résultat, puis essayent de le corriger. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et effectivement, c'est très troublant là, qu'il n'y ait aucune mention, mais zéro mention par rapport à cet enjeu-là. Là. C'est comme si ça n'existait plus. Là. Bien, je vous remercie. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler de la question du regroupement familial, parce que les délais au Québec sont particulièrement longs, beaucoup plus longs qu'ailleurs au Canada. Tout dépendant des scénarios qui sont proposés, les délais risquent d'augmenter. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi? Est-ce que c'est une situation que vous dénoncez? Et est-ce que vous avez des propositions pour nous qui feraient en sorte que on pourrait, à tout le moins, au Québec, réduire les délais? Stéphane, tu veux-tu y aller? Oui, j'en ai fait mention dans mes commentaires au début. Je pense qu'on réglerait un grand nombre de ces problèmes
si on donnait la résidence permanente aux 150 000 personnes qui sont sélectionnées par le Québec, dans lesquelles il y a énormément de personnes issues de la catégorie de la réunification familiale, et qui réduirait du jour au lendemain 30% des personnes temporaires, des immigrants temporaires au Québec, qui est, semble-t-il, une volonté du gouvernement de réduire ces personnes-là. Donc, c'est tout simple. Le fédéral a d'ailleurs dit allez-y, là, on va régulariser ces personnes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de place dans les cibles. Intervention. On a fait le projet aussi des IDHC, là, des infirmières reconnues hors Québec. Et un enjeu qu'on voyait dans ce projet-là qui a été nommé sur plusieurs, c'est quand on fait l'intégration de ces personnes-là qui rentraient comme étudiants et par la suite travailleurs, avec un permis d'études, un permis de travail, par manque j'allais dire, de logement ou quoi que ce soit, on nommait aux étudiants de ne pas venir avec leur famille. Et c'est un enjeu majeur. Parce qu'on va les chercher à l'international. Je ne veux pas dire qu'il y avait une mauvaise intention, je veux juste nommer que ça devient comme une trajectoire avec justement le double discours où on va vous chercher, mais venez pas tout de suite avec vos enfants, puis votre famille, puis votre conjoint. Et il y a eu des complications à différents niveaux aussi à cause des changements au niveau du fédéral qui s'est réajusté. Le MIFI a fait des bonnes pressions. Mais on ne peut pas aller chercher des gens à l'international, de dire vous laissez vos gens chez vous, vivez l'intégration vous seul, puis tout ça, puis on va les faire venir dans 1 an ou dans 10 ans. Ça ne peut pas être un objectif d'intégration réussi si je dois laisser des gens derrière. Et un des éléments du projet du DHC a été nommé, ça a été un des enjeux parce qu'il y avait ce double discours. Et quand les femmes, il y avait beaucoup de femmes monoparentales qui arrivaient, ont vécu des défis, mais qui ont réussi. Et ce que vous nommiez tout à l'heure, M. Roberge, ça, c'est quand même une belle expérience d'un nouveau projet, mais qu'il faut peaufiner, mais ça fait quand même une belle intégration sur les différents, pour les personnes qui viennent des autres pays pour faire l'intégration et aussi d'offrir leur contribution à la société québécoise de pouvoir travailler comme infirmière au Québec. Alors, je pense qu'il faut apprendre de ces projets-là et il faut juste de prendre les bons éléments, puis ça peut être un élément intéressant. Puis l'autre élément que tu parlais tout à l'heure, l'inéquité, nous, on le voit quand on fait l'arrivée des réfugiés, par exemple, c'est souvent sous l'égide du mari. Et quand on y arrive, ça veut dire que le permis d'entrée pour les réfugiés, que ce soit une famille qui arrive, ça va être souvent sous le nom du mari de la famille. S'il arrive une situation de violence conjugale, c'est là que vient la complexité que je dois refaire une demande à la femme et avec tous les enfants après, quand que le permis d'entrée a passé par le mari. Fait qu'il faut voir l'égalité aussi au niveau des différents statuts hommes-femmes lors de la demande d'immigration, parce qu'on met dans des situations déjà à l'arrivée des femmes en situation de précarité dès l'arrivée à cause de la violence conjugale. Et pour reprendre l'exemple que vous venez de donner, évidemment, si le permis est au nom du mari uniquement, donc là, vous êtes obligé de recommencer. Oui. Il doit y avoir des délais. Et là, c'est là qu'on appelle la solution juste. Exact. Alors, c'est là qu'on se retrouve dans des partenaires associés. Puis oui, ça retrouve des situations financières précaires et on retrouve des situations... puis là, vous comprenez, là, il y a tout un réseau qu'on vient de briser là, pour la conjointe. Merci. Merci beaucoup. On termine avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, un énorme merci, M. Réchold et à vos collègues, la TCRI, pour votre belle présentation, votre documentation aussi très intéressante.
Écoutez, la question des délais, c'est celle qui m'intéresse particulièrement dans le présent exercice, parce que derrière les chiffres, il y a des vies. Hein, on les voit derrière vous, ces vies-là. Salutations à vous par ailleurs. On voit même que derrière ces chiffres-là, il y a des vies, il y a des enfants. C'est ce qu'on réalise aussi. Puis il y a vraiment des rêves. Puis il y a de l'anxiété, il y a de la détresse. Et un article de Lisa-Marie Gervais du Devoir, tout à l'heure, j'en parlais, là, qui parle des délais, puis votre mémoire en fait mention. 50 ans de délai de traitement, ou en tout cas pour l'obtention de la résidence permanente, après l'approbation de la demande humanitaire, 18 ans dans le refuge. On sait que ça peut monter à 8 ans aussi. Mon collègue parlait de la réunification familiale. Ça pourrait monter à 8 ans pour la catégorie du regroupement familial quand même. Ma question est pour M. Réchold. Vous avez été là, vous êtes là depuis longtemps, vous, mais aussi la TCRI. Avez-vous déjà vu ça? Un programme d'immigration qui prend 50 ans à accorder la résidence permanente? Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà vu ça? Bien sûr que non, là, c'est comme inimaginable. Je veux dire, ça n'a comme aucun sens, là. Je veux dire, on est vraiment dans le délire, là. C'est humainement, et puis aussi socialement et démographiquement, je veux dire, ça n'a pas de sens, là. On n'a pas de réponse à ça, là. Je veux dire, on espère qu'à un moment donné, ça va se régler, parce que, je veux dire, quelqu'un qui doit attendre 50 ans pour avoir sa résidence permanente, je perds mes mots là. Je veux dire, et comment le gouvernement actuel est capable d'assumer ça, c'est notre grande question. Il le voit, il voit les statistiques, il voit ce qui s'en vient. Est-ce que ça va prendre un changement de gouvernement, l'indépendance du Québec ou whatever pour régler ça? J'en sais rien, mais on est dans le délire là. Merci de votre franchise, M. Réchold. Oui, allez-y, bien sûr. On est là pour vous entendre. Alors, je travaille à la clinique pour la justice migrante. On a des avocates qui font ce type de représentation des personnes qui sont en attente de traitement de leur demande humanitaire. Et je vous assure, vous n'aimeriez pas voir la détresse en ces personnes. Si on prône les valeurs d'humanisme, de défense de droits, eh bien, parler de 50 ans pour l'aboutissement d'une démarche d'immigration, c'est tout simplement méphistophélique. J'emprunte peut-être un mot compliqué pour faire le lien avec la complexité de cela, parce que en français facile, ça n'existe pas de trouver un mot pour dire que 50 ans d'attente pour une personne est normal. J'aimerais aussi dire que c'est vraiment... Ça dépend de la volonté d'accueil. Alors on va encore peut-être passer dans le débat de tout à l'heure entre capacité d'accueil et volonté. Ça relève d'une volonté politique. Voyez-vous, il y a quelques années, j'avais posé la question au collègue fédéral, un ancien collègue fédéral de M. le ministre belge, c'était Mac Miller, de savoir comment est-ce qu'on a fait pour bien accueillir les personnes venant d'Ukraine. Vous voyez qu'il y a un déploiement, il y a une organisation. Et ça se passe très bien quand on planifie tout cela pour bien accueillir. Donc, on ne peut pas faire un moment double standard, sinon on tombe directement dans l'incohérence. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe depuis quelque temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à cette séance. Je vous remercie pour l'apport à nos travaux.